Donc avec quelques petites minutes d'avance, nous allons commencer les communications orales. Et donc, nous allons commencer avec la présentation de Shadia Edriyouch. Je vous laisse la parole, Shadia. Alors, bonjour tout le monde. Je suis Shadia Edriyouch. Je suis en début de deuxième année de thèse. Je travaille en collaboration entre le CHU de Nantes et l'IMT Atlantique. J'ai le plaisir de vous présenter mon projet de thèse intitulé Intelligence artificielle et interface humain-machine pour aider à la prise de décision médicale. Alors aujourd'hui, plutôt que de prendre une décision clinique par rapport à la pathologie, le médecin propose un protocole spécialement taillé pour le patient en tenant compte de ses caractéristiques. Alors c'est ce qu'on appelle médecine de précision. Le concept médecine de précision s'est développé depuis le début des années 1990 pour analyser des caractéristiques moléculaires et génétiques des tumeurs afin de proposer à chaque patient un traitement adapté aux caractéristiques de sa tumeur. En fait, la médecine de précision est une approche fondée sur les données. Elle permet de personnaliser la prise de décision clinique afin de délivrer des mesures spécifiques pour une prise en charge individualisée du patient, permettant de fournir un traitement, diagnostiquer des mesures de prévention plus précises. Par conséquent, la mise en œuvre de la médecine de précision exige l'intégration et l'analyse de grandes masses de données de patients, d'où l'utilité de l'intelligence artificielle. Alors, le développement d'algorithmes capables de traiter, assembler et analyser un volume massif de données en un temps record et en fournissant un raisonnement automatique a permis d'améliorer la détection, le diagnostic et le suivi thérapeutique des maladies. De ce fait, aider à atteindre les objectifs de la médecine de précision. Mais l'observation des résultats nécessite un système de visualisation adapté aux capacités de compréhension des cliniciens et des patients. Alors, les interfaces humain-machine, comme des tableaux de bord, etc., sont faites pour résoudre ce type de problème. Elles permettent d'acquérir les données et communiquer avec les programmes informatiques afin d'améliorer la visibilité des informations et d'augmenter l'efficacité. Effectivement, le projet de ma thèse englobe médecine de précision, intelligence artificielle et IHM, interaction humain-machine, je veux dire. Alors, l'objectif principal est d'utiliser des données de patients atteints de maladies chroniques pour soutenir les pratiques de prise de décision thérapeutique et simplifier la communication médecin-patient, c'est-à-dire l'explication de la maladie, son évolution, diagnostic, ses traitements, etc. Alors, nous avons développé un premier modèle d'application de médecine de précision pour la sclérose en plaques, qui est une maladie neurologique inflammatoire qui affecte le système nerveux central. Alors, nous avons commencé par l'analyse de l'activité médicale. Grâce aux multiples interactions avec les cliniciens spécialistes, nous avons pu découvrir le monde réel des pratiques médicales. Alors, nous avons assisté aux consultations de patients atteints de CEP dans 2 hôpitaux, le CHU de Rennes et le CHU de Nantes. En plus, nous avons pu organiser des réunions régulières avec les cliniciens de la CEP afin de mieux comprendre les critères sur lesquels ils se basent pour prendre leurs décisions, ou bien pour prendre une décision sur l'état d'un patient atteint de sclérose en plaques. Alors, en guise de conclusion, les 3 éléments les plus importants pour le suivi et le diagnostic de la CEP sont le DSS, qui est une mesure qui permet d'évaluer l'état d'un patient atteint de sclérose en plaques, ainsi que le degré de son handicap, bien du handicap qui en résulte. Il y a aussi l'IRM, qui permet aux neurologues de bien visualiser les lésions présentes dans le système nerveux central et de repérer les régions cérébrales touchées par l'inflammation. Et il y a les poussées. Alors, une poussée est une période durant laquelle les personnes atteintes de sclérose en plaques connaissent de nouveaux symptômes. Alors, en utilisant des données de patients atteints de sclérose en plaques de 2 sources différentes, des essais cliniques et une cohorte nationale, et en appliquant le principe général de la médecine de précision, ce qu'on appelle la contextualisation, c'est-à-dire mettre chaque patient d'intérêt, ou bien le patient pour lequel on désire prendre une décision thérapeutique, dans le contexte de l'ensemble des patients qui ont des caractéristiques similaires, ce qu'on appelle les POR, Patient of Reference. Nous avons développé une application de médecine de précision pour la sclérose en plaques, comme je vous ai dit. Alors là, on présente les informations de notre patient d'intérêt, le POI, qu'on utilise pour sélectionner ces patients de référence dans les bases de données. Alors, on se base sur les critères qui sont utilisés par les neurologues. Après, on montre l'évolution de notre patient d'intérêt par rapport à sa population de référence.
Alors là, le petit bonhomme représente le niveau du handicap du patient. Alors, on voit que l'icône se change selon le score de son EDSS. Alors, grâce au calcul sur des bases de données de patients de référence, nous avons fait des projections de données pour aider le médecin dans la prise de décision et faciliter la communication clinicien-patient en offrant deux façons de voir les résultats obtenus. Alors là, on voit une vue patient pour aider le médecin dans sa communication avec le patient, l'explication de la maladie, son évolution, etc. Alors, par exemple, on montre au patient le pourcentage d'avoir une aggravation du handicap dans l'année qui suit la visite, et avec la possibilité d'envisager différents scénarios thérapeutiques en se basant sur, en utilisant ou bien en changeant les critères de choix de notre population de référence, ou bien les critères de changement des traitements, etc. Pour envisager différents scénarios thérapeutiques, on essaye d'aider le médecin à convaincre le patient de suivre un traitement ou bien une procédure médicale. On offre également une vue clinicien qui est un outil de projection de patient dans notre patient d'intérêt par rapport à sa population de référence, afin d'aider à prédire l'état d'évolution de la maladie. En fait, on montre au clinicien les mesures et les pourcentages du patient utilisés pour prédire le handicap du patient dans l'année qui suit la visite. Alors, c'est tout comme première contribution. Pour la suite du projet, nous voulons utiliser les données des essais cliniques que nous avons à notre disposition pour prédire les éléments les plus importants pour le suivi de la CEP. En fait, les chercheurs notent souvent une certaine résistance des médecins aux algorithmes d'apprentissage automatique, ce qui bloque l'adoption de certains outils. Alors, pour remédier à ce problème, nous proposons de combiner le raisonnement intuitif des professionnels de santé avec la puissance de calcul disponible, ce qui pourra améliorer la qualité des résultats d'un côté, en facilitant l'apprentissage et permettra de gagner la confiance des médecins de l'autre, parce que leur intégration dans le processus de la prédiction va les rassurer. Alors, plutôt que d'utiliser les valeurs d'un facteur du patient et les classifier automatiquement, on va utiliser à la place le groupe d'équivalents selon le raisonnement du médecin. Et par la suite, on va utiliser l'ensemble de données résultant pour appliquer des algorithmes de prédiction. Merci pour votre attention. Je suis désolée, j'ai dépassé un peu le temps. Merci pour votre présentation. Alors, donc, comme je viens de l'écrire, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou directement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main pour prendre la parole. Donc, je vois que Jacques Fischer-Lecou, vous avez levé la main. Alors, je vous laisse la parole. Allez-y. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. C'est vraiment très intéressant. Je voulais juste poser une toute petite question. C'est le raisonnement intuitif lorsque vous abordez cette notion. Je pense en référence avec Kahneman, certainement sur le système 1. Est-ce que vous avez un exemple de raisonnement intuitif? Parce que je trouve que c'est vraiment intéressant d'associer intelligence artificielle et raisonnement intuitif. Est-ce que vous avez un exemple? Alors là, par exemple, le neurologue, avant de prendre une décision clinique, il prend en considération l'âge du patient dans des intervalles. Donc là, par exemple, pour l'âge du patient, on voit s'il a un âge inférieur à 20 ans, ou bien entre 20 et 40 ans, ou bien supérieur à 40 ans. Même chose pour le DSS et pour les autres facteurs qui permettent de prédire l'évolution de la maladie. Alors, ce qu'on désire faire, c'est d'utiliser ces regroupements de données. Genre, au lieu de faire un clustering, on va utiliser sur quoi il se base le médecin. Alors, par exemple, là, on va prendre nos données, on va les classifier, on va les regrouper de la manière avec la manière du médecin avant de passer à la prédiction. C'est ce qu'on appelle collaboration entre le raisonnement intuitif et les algorithmes de prédiction. D'accord. Merci bien. Je vous en prie, merci pour votre question. Alors, nous avons également 2 questions dans le chat. Alors, première question de Joël Personne. Quel niveau d'information des praticiens et des patients sur la fabrication des algorithmes? Pour le moment, on n'a fait que des projections des données. On n'a pas passé à l'hypothèse dont je vous ai parlé, l'hypothèse de la combinaison entre les raisonnements intuitifs et les capacités de calcul.
Par contre, on collabore avec les médecins pour voir, ou bien pour essayer de les convaincre. Jusqu'au moment-là, on n'utilise pas les mots IA, on n'utilise rien du tout parce que, comme vous le savez, les médecins ont un peu peur de ces techniques-là. Mais bon, par la suite, bien sûr, on va collaborer avec les cliniciens pour faire ça. Par contre, pour les patients, je ne sais pas. Seconde question posée par Sandra. Alors, elle vous remercie pour la présentation. Cette application permet-elle de récolter des données inattendues, comme la présence d'autres pathologies génétiques non déclarées, par exemple? J'ai ensuite une deuxième question. Alors, je vous lis les deux questions. L'annonce de la prédiction de l'évolution de la maladie au patient n'a-t-elle pas un facteur psychologique dans l'évolution de la maladie? Alors, pour la première question, alors pour le moment, on travaille que sur la sclérose en plaques et on ne collecte pas les données. On utilise les données qu'on a dans le base pour pouvoir contextualiser notre patient d'intérêt, qui sont nos patients d'intérêt, qui sont des patients qui sont atteints de sclérose en plaques. Par contre, pour est-ce que vous pouvez me répéter la deuxième question parce que je ne vois pas les commentaires? Oui, bien sûr. Alors, la seconde question, l'annonce de la prédiction de l'évolution de la maladie au patient n'a-t-elle pas un facteur psychologique dans l'évolution de la maladie? Normalement, oui, mais c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie d'aider le médecin à annoncer, comment dirais-je, je ne vais pas dire gentiment, mais d'annoncer la maladie, mais avec une manière un peu plus simple et avec plus d'explications. C'est pour ça qu'on offre la possibilité d'envisager différents scénarios thérapeutiques pour, par exemple, rassurer les médecins s'il y a possibilité de suivre un autre traitement qui lui permette de dépasser la maladie. Mais c'est pas à nous de travailler sur ce sujet-là. Alors, deux nouvelles questions. Donc, une question de Swazik Bernard. Il existe également un travail qui est mené entre IA et psychiatrie. Interrogez-vous les dérives possibles de la mise en place d'un tel travail? La psychiatrie, c'est pas mon travail, du coup. Je sais pas. Déjà, comme je vous ai dit, pour les algorithmes d'IA, on n'a pas encore appliqué la deuxième hypothèse. C'est la prochaine contribution. Mais par contre, pour les restes, on a juste fait des projections de données. Ensuite, question de Aline Grasperge. L'idée n'est-elle pas d'anticiper les traitements nécessaires pour stabiliser la maladie? En fait, l'idée, c'est d'aider, comme je vous ai dit, c'est d'aider le clinicien dans sa prise de décision. En comparant, en appliquant le principe général de la médecine de précision, genre mettre un patient dans le contexte des patients qui lui ressemblent. Une autre question de Mounier B. Bonjour, vous avez parlé de peur des cliniciens. Questionnez-vous les effets que pourrait avoir la représentation de l'intelligence artificielle chez les cliniciens? Merci. Ce qu'on imagine, c'est en fait d'intégrer le clinicien dans le processus de prédiction. Je ne sais pas, va le rassurer. C'est notre hypothèse. Merci. Et donc, il y a Swazik Bernard qui vous demandait une précision en écrivant « Vous travaillez bien sur l'intelligence artificielle, les dérives d'un tel travail de l'humain et de l'IA ». Pour la suite du projet, oui. Entendu. Alors, donc comme l'a précisé Madame Richard, vous pouvez continuer à poser des questions sur le chat et Shadia vous répondra un peu plus tard. Je ne vois pas de main levée non plus. Donc, on va pouvoir passer à la seconde présentation de la journée. Merci Shadia pour vos réponses. Merci pour vos questions.